petite conférence familiale satinée. Alors vous me direz, quel drôle de, pour les habitués du cercle, quelle drôle de convocation avez-vous reçu à la dernière minute? Premièrement, de devoir voir votre serviteur, et deuxièmement, conférence non filmée, et... Non, tout a une explication. La première explication, je ne vais pas vous mentir, elle est logistique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est seulement que comme la totalité, suite à un épisode électoral récent, la totalité des éditeurs ont remis leur publication, ils ont également remis la venue de certaines personnes. Donc c'est ça. Ah bah, les années électorales sont des années pourries pour les livres, parce que l'élection a tendance à faire baisser le QI moyen de l'électeur et le rendre impropre à la production écrite. C'est pas moi qui... J'ai été libraire, je suis éditeur, je peux vous dire que c'est vrai. Je ne sais pas si l'élection est un piège à con, mais est-ce que l'élection rend con? Vous n'aurez pas 4 heures au bac sur celle-là. Donc, le gros des flots de publications reprenant dès la semaine prochaine, on va pouvoir boucler facilement la fin de saison. Deuxièmement, ça fait longtemps que je n'ai pas conférencé devant vous, donc il ne faut pas non plus que je perde totalement la main, vu que dans quelques semaines, enfin dans plutôt un mois et demi, peut-être un peu plus, sort mon prochain bouquin, donc il faut quand même que je me fasse un peu la main. Et aussi, on ne se remet jamais de certaines de ses premières amours. Et il se trouve que j'ai une petite histoire avec la dette, pour ceux qui se rappellent d'un livre qui, cette année, a 10 ans, qui est le livre sur la loi de 73. Et comme j'ai vu l'obsession de M. Barnier pour ces questions, c'est drôle d'ailleurs parce qu'il a été dans une large majorité des gouvernements qui ont creusé la dette en question jusqu'au moment où cette dette l'a horrifié. Oui, parfois on ne voit pas vieillir les proches ou les gens avec qui on vit, et puis à un moment on se dit... C'était comme ça hier soir? Ça doit arriver un peu à son N+1, mais pour des raisons que je vous laisse imaginer. Et donc, je voudrais qu'on revienne ensemble sur la dette publique, vu qu'à mon avis, on ne va parler à peu près que de ça pendant les prochains mois. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire sur notre futur? Je vous le dis tout de suite, je voudrais vraiment vous déprimer. J'aurais invité mon ami Pierre Jovanovic. Le but, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de faire une conférence pédagogique, qu'on échange ensemble aussi sur les stratégies politiques qui devront être mises en place, parce que c'est une nouvelle part du grand hold-up qui commence. Emmanuel Macron était là pour ça, ses équipes sont là pour ça, et pendant qu'une partie de ses équipes politiques prépare le grand gouvernement central qui lui succédera, bien une autre applique une vieille maxime du cinéma hollywoodien, take the money and run. Et si on vous parle de la dette publique, c'est à cause de ça. Donc je voudrais qu'on revienne ensemble, parce que c'est un sujet qui peut prêter à confusion. Au passage, je vais revenir sur certains points que j'ai traités dans l'ouvrage, mais je les retraiterai en les actualisant devant vous. Il y a des parts de ce livre, je le reconnais devant vous, que je n'écrirai plus du tout de la même manière aujourd'hui. Premièrement, le livre que vous avez eu entre les mains, il y avait un tiers d'appareil critique en plus dedans. Mais comme me le disait mon éditeur, Pierre Jovanovic, personne ne lit les bas de page, les gens s'en foutent, vous faites ça pour vous faire plaisir, Pierre-Yves. Ça gage du papier et de l'encre. Et mais il y a des choses que j'écrirai plus totalement de la même manière, même si sur le fond, l'ouvrage n'a pas si mal vieilli. Et une partie des prédictions qui étaient, même si le jeu de la prospective est un jeu un peu particulier, parce que
Hein, c'est la maxime, vous savez, du râteau sur lequel on marche. Et vous avez beaucoup de grands noms de la prospective, messieurs Main, Attali, des hommes que vous chérissez, vous avez raison, et que j'aimerais beaucoup égaler, auxquels on ne rappelle pas nécessairement leurs prédictions, ne serait-ce que l'année suivante. Alors malheureusement, l'ouvrage et sa présentation se terminent sur un fait qui est simple. D'abord, le grand gouvernement central. Je vous rappelle, nous sommes en 2013-2014, hein, je l'écris fin 2012. Le grand gouvernement central, puis la perte des libertés publiques, et enfin l'effondrement économique. On va partir du prémisse, si vous le voulez bien, que les deux premières phases sont une achevée, l'autre en cours. C'est qui l'agent provocateur là qui... Quelqu'un peut descendre pour vérifier que ce n'est pas Monsieur Reichstadt qui nous... Non, parce que malheureusement, depuis que le fonds Marianne est à sec, il en est réduit là. Donc, la question c'est comment garder la tête froide face au déferlement des informations économiques que vous allez vivre et que vous êtes déjà en train de vivre, face à ce qui en sera les développements politiques, non pas hypothétiques, mais certains. Et malheureusement, certains de ces développements échappent au grand public parce que les gens bien, comme ils n'ont pas d'intelligence perverse, ne font pas de rapports tordus. Je vais vous donner un exemple tout bête. Chez mon camarade Idriss Aberkan, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit que l'un des premiers dossiers du gouvernement Barnier sera certainement l'euthanasie, pour une raison qui est très simple, 80% des dépenses de santé d'un être vivant sont dans les 3 dernières semaines de sa vie. Une journée de soins intensifs, c'est entre 3 et 4 000 euros par tête de pipe. Donc, imaginez que vous réduisiez ce laps de 3 semaines. Humainement, hein, vous inquiétez pas. Et puis après tout, on vous l'a déjà fait, le coup du Rivotril. Voilà. Une petite piqûre et au dodo. C'est pas du cyanure de potassium. Ah oui, mais il y a une grande différence entre les deux. Le cyanure de potassium, vous êtes mort en 15 minutes. Le Rivotril, vous mettez 4 à 5 heures à vous étouffer, mais ce n'est pas de l'euthanasie, c'est plus humain. Vous avez 4 heures aussi, ce qui est à peu près, dans les deux cas, vous aurez 4 heures de toute façon. Donc, alors vous me direz, ils n'ont pas cette intelligence perverse? Bien sûr que si. Bien sûr que si. D'abord, on va commencer par là, la dette est un système mental qui marche particulièrement sur des populations comme les nôtres. Pourquoi? Tout simplement parce que la dette éveille chez nous le sentiment de la faute. Comme toute idée chrétienne devenue folle, vous pouvez soumettre n'importe qui à 2 conditions. 1, que vous le mettiez en stress vital, et 2, qu'une fois dans ce stress vital, vous lui mettiez un marché entre les mains. Ce marché peut être « je vais te sauver la vie », cas Covid. Le marché peut être également « n'oublie pas que tu me dois quelque chose et que tu as fait quelque chose de mal qui mérite une punition ». Dans des populations déchristianisées, c'est un tour, certes, bas de gamme, mais très facile à jouer. D'ailleurs, tendez l'oreille dans la rue. Ah oui, mais la dette, il faut la payer. Pourquoi? Parce que on doit la dette. Moi, si je dois la dette à mon boulanger, je me sens mal. Enfin, vous voyez, je rase les murs, quoi. Ouais. Mais la dette de l'État, c'est toi qui l'as contractée? Enfin, tu t'en es sûr de toi? T'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr de toi? Ah oui, mais on doit, faut payer. Sinon, nos enfants paieront. Donc ça alourdit notre faute. Faute collective et transmissible. Ce qui, au passage, n'a rien à voir avec notre définition soit grecque, soit chrétienne de la faute et de la culpabilité.
C'est un rapport c'est un rapport de la dette et de la faute qui est plus oriental. La faute collective et transmissible. Mais là, vous êtes mis en stress, qui est un type de stress vital, vu qu'on ne vous met pas un flingue sur la tempe, on la met sur celle de vos descendants. Et comme vous êtes encore des êtres un peu verticalisés et un peu normaux, vous sentez ça comme une menace plus existentielle encore. Le meilleur des raquettes, c'est la phrase biblique. Et les dents des fils en seront gâtées. Vous voyez? Très facile à mettre comme système mental. Vous avez remarqué que même le grand révolutionnaire Mélenchon, si vous voulez, ni lui ni son équipe d'Avengers castristes, que ce soit l'agrégé de grammaire du Sud, ou que ce soit la version naine et moche de Carrie au bal du diable. Vous vous rappelez la petite blonde qui fait des TikTok disant qu'elle va frapper les fachos et qui avait dit un jour que quand elle était petite, elle était terrorisée car elle croyait que Jean-Marie Le Pen vivait sous son lit. Arrêtez de rigoler, ça doit être vachement flippant, vous imaginez? Vous vous planquez vers l'oreiller, vous entendez, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'en avez pas un pour dire, au fait, la dette, c'est quoi? La dette, c'est qui? Les questions de base d'une enquête criminelle. Quoi? Qui? Comment? Pourquoi? Même l'extrême gauche la plus violente et virulente ne pose plus la question. Ce qui est dommage, hein. L'un des grands auteurs de la dette sur la dette publique, on va parler de 2-3 auteurs théoriques. Alors, premièrement, on va devoir rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui nous manque tous les jours, dans ces murs, qui est notre ami Norman Palma. Mais comme Norman l'avait lui-même dit, l'un des premiers hommes à avoir beaucoup écrit et intelligemment sur la dette publique, c'est Karl Marx. Pourquoi? Parce qu'il fait de la dette publique l'un des placements attitrés de la bourgeoisie. La dette publique, premier mythe, la dette publique, c'est bon. Ça dépend pour qui. Vous voyez, on va sortir progressivement de la faute pour entrer dans la technique, et dans la technique, la dette est tout sauf un fait négatif. Elle n'est pas pour autant un fait positif. Et c'est là où il faut entrer un tout petit peu dans la technique. La dette publique, c'est quoi? Grossièrement, comme me le disait un homme remarquable qui est toujours d'ailleurs, même s'il écrit beaucoup moins et que je le regrette, Jean-Claude Verbrook, un homme que je vous recommande de lire sur son rôle des banques centrales. La dette publique, c'est la sublimation politique et économique de la dette de vie. La dette de vie est bien antérieure, c'est la première dette que vous avez vis-à-vis du pouvoir. Le pouvoir vous protège et en même temps le pouvoir vous laisse vivre. La première dette politique, c'est la dette de vie. Elle a tout un versant politique qui est la naissance des banques centrales. Ça, c'était comme ça que débutait mon livre, tu t'en rappelles certainement Alain, par une citation qui plus on vieillit, plus elle est vraie. Il n'y a eu que 3 grandes inventions dans l'humanité, le feu, la roue et la banque centrale. Et c'est très juste. C'est quoi les premières banques centrales? Les toutes premières. Là, vous prenez banque centrale au sens moderne. Vous prenez banque centrale quand il y a marqué banque centrale dessus. Oui, mais l'or, il vient d'où? C'est les mines royales, les premières banques centrales. Et il est évident que là, la quantité d'argent monétisable est limitée. Ce que vous appelez banque centrale a raison, c'est la banque centrale moderne, c'est-à-dire celle qui n'est plus tenue par le stock de métal précieux. Attention, ça ne se fait pas comme un bouton électrique. Ça va être une séparation par loi tendancielle.
jusqu'à une séparation totale. D'accord? Pour qu'il y ait dette publique également, il faut déjà qu'il y ait une comptabilité nationale. Il faut qu'il y ait des plus et des moins, il faut qu'il y ait l'équivalent d'un ministère des Finances, et donc il faut déjà qu'il y ait un État suffisamment structuré. Sinon, vous êtes dans un système de prêt qui est assez simple et qui a son charme, qui est le prêt féodal, c'est-à-dire qu'un argentier va prêter à un seigneur, le seigneur ne va pas vouloir le rembourser, le seigneur va le saigner. Première méthode de règlement de la dette publique, la réduction du nombre de prêteurs. Gardez ça à l'esprit, parce qu'on vous dit que la dette publique, historiquement, on l'a toujours remboursée, c'est faux. Historiquement, on a tout fait pour ne pas la rembourser. Première méthode, la liquidation. D'ailleurs, il y a un corps dont vous vous souvenez historiquement, qui était un corps de prêteurs, et qui a subi ça. Merci, les Templiers. Or, réduire le nombre des prêteurs. Point important. Au passage, vous ne pouvez le faire que quand vous sortez de la pensée de la faute. Je n'y ai peut-être pas suffisamment insisté, mais quand je vous dis que le rapport à la dette est culturel, je vais opposer deux modèles. Le modèle chrétien qui est le nôtre, la faute, c'est mal. Quelle est la civilisation dans laquelle le système de dette est la pierre angulaire du lien social? Non, l'Inde. En Inde, vous connaissez le système des castes. Le système des castes est sous-tendu par le fait d'être de familles d'emprunteurs, de familles de prêteurs. Gandhi, par exemple, vient d'une vieille famille de prêteurs. Or, plus vous avez de dettes, plus vous êtes un homme respectable. Il ne faut pas que vous la remboursiez, la dette. Il faut que vous la souteniez. Critère important, la soutenabilité de la dette, qui est l'une des deux vraies questions de la dette, en fait. Peut-on la soutenir et qui la possède? C'est-à-dire les deux questions que vous n'avez pas le droit de poser, si vous regardez. En Inde, quand vous êtes de famille d'emprunteurs, vous ne demandez jamais qu'on purge vos dettes. C'est un déshonneur. Dans une société où ça peut coûter très cher. Vous allez voir votre patron et vous demandez une augmentation en disant « j'ai des dettes, moi. Aide-moi à tenir mon rang. » Ce n'est pas pour rien que le microcrédit est né en Inde. Donc vous voyez, notre rapport à la dette, par l'exemple que je viens de vous donner, n'est pas absolu. Vous avez autant de rapports à la dette qu'il y a de pays. Je vais vous donner un autre exemple, vu que quelqu'un voulait qu'on parle du Japon. Je vous rappelle que l'une des pubs structurantes du Trésor japonais ces 40 dernières années est de lier le fait de posséder beaucoup de dettes publiques dans son portefeuille, quand on est japonais, au fait d'être un bon citoyen et au fait d'être un homme qui n'a aucun déficit personnel de virilité. Ceux qui connaissent le Japon ont tous vu cette pub, qui est objectivement, qui apparaîtrait ici comme une blague de mauvais goût. C'est-à-dire que la dette est un attribut masculin. Bon. J'ironiserai pas sur la question, mais vous voyez, il n'y a que chez nous, parce que nous avons des populations facilement paniquables, et parce que la peur est devenue depuis la fin de la guerre froide le seul module de gouvernement. Peur du djihad, peur du Covid, peur du fascisme, peur de ce que vous voulez. Mais en Occident, j'ai la trouille, donc je suis. D'accord? On est d'accord? Bien. Maintenant que vous voyez que ce rapport de dette n'est pas absolu, vous voyez que donc c'est un rapport politique. Nous sommes d'accord. Politique, donc raisonnable, donc interrogeable. Et maintenant que ce verrou mental
est légèrement entrouvert, nous allons pouvoir poser quelques questions. Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Pour que vous compreniez la dette à la française, il faut que vous compreniez comment s'est structuré l'État français. Historiquement, vous avez une rupture dans l'histoire française de la dette, c'est la Révolution française. Avant, comme disait le chancelier aux finances de Louis XV, la France faisait faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Se mettre au pair. Comme vous voyez, l'Ancien Régime était très à l'aise avec les affaires de dette. Une dette, ça se dégonfle. Un créancier, ça peut se dégonfler aussi. Au passage, nos rois n'ont pas utilisé tant que ça la violence. Ils ont utilisé d'autres types, disons, de moyens juridiques. D'abord, ils ont utilisé l'audit. Vous êtes sûr qu'on vous doit tant que ça? Vous êtes bien sûr de vous? Ben, on va recompter ensemble. Et étrangement, quand vous recomptez la dette avec 3 hommes d'armes de chaque côté, les additions de resto se dégonflent. Si vous voulez, ça doit être l'absence de... Comment dire? Ça doit être la concentration qui fait que, vous voyez? Et étonnamment, l'audit, ça a extrêmement bien marché. Évidemment, l'utilisation, à peu près, on est fait une fois par génération dans les grandes lignes. Tout simplement de ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire je vous paierai pas. Et sinon, l'utilisation de quelque chose qui nous apparaît comme un vieux souvenir, mais qui est là depuis que le monde est monde, qui s'appelle la dévaluation. Vous voyez, personne ne panique sous l'Ancien Régime quand on parle de dette. Personne. Il y a des moyens de la gérer. Ce qui ne veut pas dire que l'Ancien Régime n'a pas eu des crises de dette. Il y en a une qui a un rôle évident dans le déclenchement de la Révolution et qui est liée au fait que nous avons certainement beaucoup trop, pour notre intérêt, participé à militairement à l'indépendance des États-Unis. Ça nous a coûté très cher pour un résultat tout à fait discutable. Je vous rappelle que l'un des premiers actes d'un assassin de Français qui s'appelle George Washington est de punir de la peine de mort par pendaison le fait de commercer avec la France. C'est également lui qui, dans les jours qui suivent, rétablit le commerce bilatéral avec l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne. Bon, quand on sait que c'est la flotte française qui éclate Cornwallis à Yorktown et personne d'autre, on se pose bien des questions. Mais bon, il y a eu des crises de la dette sous l'Ancien Régime. Mais ces crises de la dette, deuxième leçon historique, ne font que cacher. Et la dette est toujours un masque, le masque d'une crise sociale profonde. Quelle était la crise sociale de l'Ancien Régime? Fadi El-Hadj en a fait un très beau livre, c'est la déchéance, non pas la destruction des corps intermédiaires par la méchante monarchie jacobine, pré-jacobine, qui va devenir totalitaro-jacobine quand ce sera les républicains, pas du tout. C'est que les corps intermédiaires ont dégénéré. Lisez La décadence de la noblesse de Fadi El-Hadj. Revoyez la vidéo de sa conférence ici. Je me rappellerai toujours, il était assis là où je suis et il commençait à lire des passages décrivant certains grands nobles de l'époque. Et je voyais certains d'entre vous, où ils peuvent s'en rappeler, dire « Putain, mais ça ressemble à Christophe Barbier, ça. » En réalité, c'est la dégénérescence du personnel qui a emporté la Révolution. Et l'institution monarchique a tenté, avec au moins 2 hommes remarquables, Maupeou et Necker,
de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que le pauvre Louis XVI ne pouvait plus frapper. C'était à Louis XV de frapper. Vous vous rendez compte que Louis XV a utilisé près d'une dizaine de fois la procédure de lit de justice, l'équivalent de la Grande Cassation, pour écraser le Parlement de Paris? Il aurait mieux fait d'envoyer la canonnière, et il n'y aurait certainement pas eu la Révolution. Vous voyez, c'est pas la dette qui a tué l'Ancien Régime. C'est le fait que Louis XVI était profondément un homme des Lumières et qu'il a cru qu'il pouvait négocier avec une part séditieuse de la noblesse. Ça, c'est la part bourgeoise de la Révolution, et ce n'est pas la part unique de la Révolution. D'accord? Mais je vous dis ça pour vous dire quoi? La dette est un masque. Question, qu'est-ce qu'on essaye de cacher avec la dette de la France? Regardez les pays les plus endettés. On va prendre les trois exemples. La dette libanaise, elle cache quoi? Elle cache la gestion communautaire et mafieuse des grandes familles. Vous le verrez la semaine prochaine quand mon ami François Costantini viendra vous expliquer la sociologie politique libanaise. Qui ne connaît pas le nom des 15 grandes familles ne comprend rien au Liban. Je fais 3 ans avec. Je peux vous assurer que c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils ont pris une feuille comme celle-là. Ils m'ont écrit 15 noms. Ils m'ont dit tu les apprends par cœur. Les Frangier, les Hariri, les machins. Sans ça, tu piges rien. Prévarication et gestion mafieuse. Le Japon. Qu'est-ce que cache la dette japonaise? Le fait qu'il n'y ait plus de petits japonais. La dénatalité. La dette américaine. La faillite de la monnaie monde. Le maintien exorbe du privilège impérial. Car n'oubliez pas, la dette est avant tout une affaire de souveraineté monétaire. Avant toute chose. Donc, surtout que, objectivement, vous avez remarqué qu'on ne vous parle que des États, de la dette des États. Parce que là, ce qu'on vient de s'interroger tous ensemble, c'est la dette des États. On est d'accord? Vous vous rendez compte qu'il y a les dettes subétatiques. La dette des États fédérés pour les États fédéraux, la dette des collectivités territoriales. Ça, tout le monde s'en fout. La dette des ménages, qui compense parfois la dette publique dans certains pays, ce qui a été longtemps le cas de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que l'Angleterre n'était pas très endettée, mais chaque Anglais l'était. Et l'était dans des proportions alpestes. Aujourd'hui, tout le monde est endetté, je vous rassure. Et vous avez la dette des entreprises, qui, elle, c'est drôle, vous avez remarqué, ne fait l'objet d'aucune condamnation morale. Aucune. L'État, c'est pas bien. L'entreprise, ça l'est. Pourtant, certains grands groupes ont fait de la cavalerie de dette ces dernières années. Ça s'est pas toujours bien fini, mais ça, c'est absous. Bon, très bien, il n'y a pas de souci. La dette publique, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce qui est drôle, c'est que les mêmes gens qui vous disent que c'est pas bien, vu qu'on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule classe qui vous dit qu'il n'y a qu'une seule classe sociale, là on va répondre à la question du qui vous dit que la dette publique, c'est pas bien. C'est le haut de la moyenne bourgeoisie, mais qui ne fait que répéter ce qu'elle entend dans la haute bourgeoisie. Mais la haute bourgeoisie, elle s'est faite comment? Pendant tout le 19e siècle, elle s'est faite par la dette. Parce que la dette est un placement. Vous voyez, quand on sort de la vision religieuse de la dette, on se rend compte que la dette des uns est le placement des autres. Alors vous me direz, pourquoi maudire quelque chose qui a fait votre richesse? Exemple récent, je vous rappelle que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les bourses sont écrasées volontairement par les États. L'économie, ça se fait pour la France au plan. Pour les Américains, ça se fait par ce qu'on appelle complexe militaro-industriel, mais qui en réalité est un complexe industriel supplétif militaire.
savez comment on appelle la bourse en France à cette époque? On l'appelle la forêt de Bondy. Parce que dedans, il y a que des mafieux, des ratés. Et en réalité, c'est tout bête, c'est pas que ce soit c'est un milieu qu'on voit comme malfamé, qui ne l'est pas nécessairement, mais qui, objectivement, est un petit tambour du modèle économique français. Je vous rappelle que les grandes banques sont nationalisées. Je vous rappelle l'omnipuissance du plan, l'omnipuissance de la Banque centrale. N'oubliez jamais, le triangle économique de la France de l'après-guerre, c'est État, planification, Banque centrale. N'oubliez jamais que pour les hommes de 45, c'est l'empire économique des barons et des grands argentiers qui a fait et la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, plus jamais ça. D'où l'une des plus grandes créations du CNR en France, mais qui existe déjà aux États-Unis, ce que vous connaissez comme le Glass-Steagall Act. La séparation banque d'affaires, banque de dépôt. Alors, entendons-nous bien. Vous savez tous ce qu'est une banque de dépôt, mais très peu d'entre vous savent ce qu'est une banque d'affaires. Une banque d'affaires, ce n'est pas du tout ce que vous avez eu plus tard, qui sont des banques de joueurs. Non, une banque d'affaires, il n'y a plus de banque d'affaires du tout. Ça n'existe plus. C'est une spécialité qui n'existe plus. Vous avez un projet économique, vous demandez à quelqu'un d'aller vous chercher de l'argent. C'est ça, une banque d'affaires. C'est une spécialité économique relativement noble. Mais il faut que ça se fasse sur les deniers du mec qui va vous chercher l'argent. C'est pour ça qu'il fallait que cette personne ne puisse pas mettre vos dépôts en garantie. D'où la séparation. Parce que vous imaginez que si une banque d'affaires saute, si elle a les dépôts, l'argent des épargnants saute, et ensuite, c'est tout simplement un feu de brousse. C'est pour ça qu'on a séparé les banques. À cette époque-là, il y a de la dette publique. La dette publique a toujours existé. Mais elle se fait comment? Eh bien, déjà, c'est l'État qui fixe le taux, tous les jours. Et tout le monde se jette dessus comme la vérole sur le bac clergé. Parce que, rappelez-vous, la dette des uns, c'est le placement des autres. Et la dette, c'est bon. Mis à part que dans ce temps-là, comme c'est l'État qui fixe le taux, qui est la main dominante? L'État. Et le pire, c'est que, croyez-moi, c'est comme le plan. On vous dira, cette affreuse France soviétoïde des années 60. Voyez les familles du CAC aujourd'hui. Et dites-moi quand ces gens-là ont fait fortune. Les Leclerc, les Muliez, tous ces gens-là, ils ont fait fortune quand? Dans l'horrible France soviétoïde. Ah ben finalement, le communisme, ça rapporte. Vous me direz, Méluche a un appartement en plein Paris, donc preuve que... Mais, vous voyez, la dette des uns, placement des autres. Pour la France, vous allez avoir à plusieurs reprises ce qu'on appelle le mur de l'argent pour la dette. Le mur de l'argent, c'est quoi? C'est des gens qui veulent privatiser l'accès à la dette pour eux. C'est-à-dire, c'est notre classe sociale qui peut faire des affaires avec la dette publique. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre de la dette publique directement? Très difficilement. Très difficile. Par contre, si vous faites un trust familial à l'étranger, c'est comme ça que font les grandes fortunes françaises, vous pouvez prendre de la dette publique. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez? La seule chose, c'est qu'avant, vous aviez dans vos portefeuilles, disons, de citoyens lambda, vous aviez des bons du Trésor, bons EDF. Demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents. C'est le système qui a été mis en place en 1945, c'est-à-dire que la dette publique a été démocratisée dans son accès. C'est-à-dire que vous avez co-géré votre dette publique, qui vous a donné, enfin, à vos familles en tout cas,
un petit pécule supplémentaire qui a permis l'élévation sociale de certaines classes. Vous voyez? Dette des uns, placement des autres. Toujours. Mais le mur de l'argent est revenu dans les années 70-80. L'affaire de 73, c'est ça. Alors, question, pourquoi le mur de l'argent est revenu? Et déjà, le mur de l'argent, c'est qui? Comment? Pétrolier. Non, mon cher. Le choc pétrolier est un rebond de cette affaire. Eh bien, l'homme dont je vais vous parler, certains d'entre vous ont eu le bonheur de le connaître ici. L'homme qui a le plus travaillé sur cette question, c'était Norman Palma. Norman Palma a travaillé sur le soubassement monétaire des crises économiques, parce qu'il était l'un des grands historiens des étalons monétaires. Malheureusement, il aurait été aux États-Unis, il aurait peut-être été révéré, comme l'a été quelqu'un d'ailleurs qu'il citait fréquemment et qui était un peu quelqu'un qui lui était parallèle, qui est Barry Eichengreen, pour ceux qui voient qui c'est. Celui qui a écrit l'histoire du privilège exorbitant du dollar. Il faut que vous compreniez que pendant une large part de l'humanité, quand elle s'est dotée d'un commerce international, ce qui est lointain, celui-ci était garanti par un étalon bimétallique. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne, puissance dominante, fait démonétiser l'argent métal, ce qui retire à peu près la moitié de la masse monétaire mondiale. Karl Marx y voit le début des grandes crises monétaires de la fin du XIXe. A raison. Ce que je vous dis là, l'université française ne l'a jamais intégré. C'est pour ça que Norman Palma est resté à la marge de l'université, lui qui était pourtant professeur à P8, et que s'il avait voulu partir, lui qui avait des diplômes en France, en Allemagne et en Angleterre, s'il avait voulu par exemple aller enseigner à Londres, il aurait certainement eu une vie plus centrale que celle qu'il a eue. Cet étalon or anglais domine toute la fin du XIXe jusqu'à la prise de pouvoir de Roosevelt. Quand est-ce que l'Amérique se dote de la monnaie monde? Non, 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 nous sommes dans les années 30, quand Franklin Delano Roosevelt saisit l'or des Américains et crée le dollar as good as gold et fixe la parité entre l'once d'or et le dollar. Tout le reste n'est qu'une incidente. Comme vous le savez, l'Amérique à elle seule représente plus de 50% de la production manufacturière en 1945. Elle représente près des 2/3 des réserves d'or. Elle va finir d'ailleurs de rançonner ces anciens pays alliés. Comme disait Henry Kissinger, être notre ennemi est dangereux, être notre ami est mortel. Vous me direz, nous nous éloignons de la dette? Pas du tout. Le monde de la dette moderne va naître de cela. De 1945 jusqu'aux accords des Açores, le monde va vivre sur l'illusion du dollar as good as gold. Pourquoi c'est une illusion? Parce que si le dollar est as good as gold, vous devriez pouvoir vous faire rembourser chaque once d'or en dollars ou chaque dollar en once d'or. Nous sommes d'accord. L'Amérique n'a jamais eu assez d'or pour couvrir la totalité du dollar en circulation. Et l'Amérique l'a toujours su. Et au passage, ce qu'on appelle Bretton Woods. Bretton Woods, c'est l'affrontement de qui contre qui? C'est la grande défaite de l'Angleterre. Simplement parce que Keynes sait très bien qu'on ne peut pas donner à un État la monnaie monde. Tout simplement parce que Keynes est en partie chartaliste.
C'est un partisan de la monnaie souveraine, John Maynard Keynes. En plus d'être le grand économiste de la frontière, je vous rappelle qu'un système keynésien est un système fermé, ou semi-fermé. Keynes sait très bien que ça va être une escroquerie, que ça va permettre aux Américains, comme disait le général de Gaulle, nous les paierons pour qu'ils nous achètent. Ah oui. Vous avez la monnaie monde. Au passage, si vous avez la monnaie monde, là encore, c'est du palma dans le texte. Si vous avez la monnaie monde, vous avez accès à quoi d'autre? Comment? On va y venir. Pas tout de suite. Oui, la planche à billets par nature, oui d'accord. Mais bravo. Tout simplement, parce que c'est quoi la monnaie? On va y venir. Mais ça, c'est du droit objectivé. La monnaie, c'est du droit objectivé. C'est du pouvoir pur réduit en pièces. Donc quand vous donnez la monnaie monde à quelqu'un, vous lui donnez le droit de légiférer à l'échelle mondiale. Et à impérialisme, un grand impérialisme nain. Comprenez maintenant pourquoi l'Allemagne, parce qu'elle dicte l'euro, dit à la France, c'est nous qui disons à qui vous avez le droit de vendre des armes. Ben oui, on partage la même monnaie, donc le même droit. Qui est la puissance? C'est nous, donc c'est nous qui dit. Aria, c'est nous qui dit. Bon, après, ça se termine mal, mais ça, c'est une vieille histoire allemande. Donc, un combat entre fratés. Mais, Nixon n'a pas le choix. Il avoue la fin de la farce, en disant le dollar est as good as dollar, terminé. Et c'est là où apparaissent les 4 piliers du dollar. Quels sont-ils? En réalité, ils existent depuis le début. Le problème, c'est que l'Amérique n'a pas à les mettre en avant, parce qu'il y a le paravent de Bretton Woods. Le dollar F-16, le dollar inscrit dans la puissance militaire de l'US Army, c'est-à-dire du dollar ou ma main dans ta gueule. Le pétrodollar, pacte du Quincy, et le premier, allez, le plus simple, t'es pas loin, l'euro-dollar. L'euro-dollar, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous appelez la finance. L'euro-dollar, c'est tout dollar qui circule à l'extérieur du territoire américain après Bretton Woods. Et pour gérer ces dollars, au passage, l'Amérique d'Eisenhower a essayé de ne pas devenir un empire financier. Elle a mis des tas de lois contre le fait de faire sortir le dollar des États-Unis. Et des lois d'une redoutable violence. Mais malheureusement, quand un parapluie percé capote non étanche, ça fait ce que ça doit faire. Et si vous voyez la liste de ces lois, qu'est-ce que ça va vous dire? Eh bien, à chaque fois que l'Amérique va prendre ces lois, la communauté financière qui a été écrasée aux États-Unis, où a-t-elle trouvé refuge? En Angleterre. À Londres. Eh bien, elle va persuader le pouvoir anglais post-Churchill et post-Eden d'ouvrir ce que vous appelez un paradis fiscal, qui sont, pour la plupart, les confettis de l'ancien empire britannique. Vous comprenez le rôle stratégique de ces petits États qui sont de grandes boîtes aux lettres? Parce que sans eux, le dollar ne s'évapore pas du territoire des États-Unis, et donc, vous ne pouvez pas recréer un monde financier. Et ce monde financier, vous allez le capitonner comment? Le capitonner comme une cellule capitonnée. Vous allez le capitonner avec de la dette publique. La dette, c'est bon. Sans dette publique, vous n'auriez pas les marchés financiers que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas que quelqu'un la paye. Car si quelqu'un la paye, tout se casse la gueule.
Alors vous me direz, pourquoi on nous terrorise avec un truc qu'on n'a pas le droit de payer? Ah non, parce que si vous la payez, on va y venir, ce qui se passe si vous la payez pas. Enfin, vous allez vivre, hein. Mais n'oubliez jamais, quand je vous dis que le placement des uns, c'est la dette des autres, n'oubliez jamais la parallèle de cette phrase. Si vous devez 100 mal à la banque, vous avez un problème. Si vous devez 100 millions, elle a un problème. On est d'accord? Quand vous repolitisez d'un seul coup, le stress disparaît. On est d'accord? Bien. Donc, l'euro-dollar. En réalité, le retour de la grande finance, ou de la grande rente. Le terme finance m'a toujours profondément ennuyé. Parce que déjà, ça finance rien, pour la plupart du temps. C'est fait pour garantir des rentes. Le retour de la grande rente, c'est fait justement en capitonnant les marchés de cette dette d'État. Vous voyez, quand c'est eux... Est-ce que vous avez déjà entendu une condamnation morale de ça? Jamais. Et vous n'en entendrez jamais. Parce que c'est pas l'État qui le fait. Même des gens que j'aime beaucoup, qui sont des souverainistes libéraux, jamais, qui détestent la dette publique, jamais ne reconnaîtront qu'ils ne font de la finance que dans des marchés qui ont été capitonnés de dette publique. Vous voyez? Là encore, dès que vous avez un rapport dialectique et politique à la chose, le stress s'abaisse. Nous avons l'euro-dollar, nous avons le dollar F16, nous avons le pétrodollar. Quel est le quatrième pilier du dollar? Non, non, ça t'en fais pas, ça c'est fait. Ah, si tu veux, ça c'est la vaseline. Ça. Le dollar noir. Je vous rappelle que la totalité des circuits mafieux, la totalité du commerce international d'armes, de drogue, de diamants, d'organes et de matériaux fissiles, de contrefaçon, la quasi-totalité, jusqu'à une date récente, était libellée en dollars. Pour preuve, quand vous voyez un film de mafia, quel qu'il soit, on va prendre un film récent, la perquisition qui a eu lieu il y a 72 heures chez le conseiller à la mobilisation militaire de M. Zelensky. Bon, c'est pas d'un niveau Coppola, hein, mais c'est quand même plus palpitant que le grand pardon. Désolé. Il faut savoir que M. Zelensky nous donne de temps en temps un corrompu de son équipe pour qu'on évite de faire un audit général. C'est une conférence sur la dette que tu as amené un truc avec Marlon Brando dessus. Il l'a fait en plus. Il l'a fait. Or, si vous avez vu cette image, elle est magnifique. Il voit un vieux meuble grand-mère dont tous les tiroirs ont été scellés, donc il l'attaque au pied de biche. Il y a 5 millions de dollars en billets de 10, 20, 50 et 100 dollars. Bah, souriez, c'est vous qui les avez payés. Mais... Alors, vous me direz, il n'allait pas être comique, il n'allait pas avoir des roubles, mais pourquoi pas des yuan? Pourquoi pas des euros, tiens? La monnaie shkumun, personne ne veut. Pourquoi du dollar? Parce que, tout simplement, parce que c'est la monnaie monde. Les 4 piliers du dollar. C'est là où vous voyez ce qu'on appelle dédollarisation. On est d'accord? Parce que le dollar F16, l'euro-dollar se maintient, le pétrodollar et le dollar noir, il faut être honnête, de tout ce que nous savons des systèmes criminels, ils sont encore sur le dollar depuis un moment. Ils sont encore dépendants du dollar.
Enfin, si vous voulez, évidemment, les mafias locales utilisent des monnaies locales. Si vous voulez, la Ndrangheta utilise des euros. Oui, d'accord, si vous voulez. Les triades utilisent des yuan. Mais dans le commerce international illégal, le dollar est encore très dominant. Donc, T'as pas peur de l'orage, mon biquet, ça va? donc, je te consolerai plus tard. Donc, le lien avec la dette est évident. À partir du moment où le dollar, enfin le masque du dollar Asboudazol disparaît, quelles sont les 3 premières conséquences? Non. La première conséquence, ça va être la création de produits dits dérivés, qui sont des produits assurantiels de nouvelle génération sur les marchés. Pourquoi? Parce que comme toutes les monnaies vont devenir fluctuantes d'un coup, ah oui, avant, il y avait une base, le dollar or. Maintenant qu'il n'y a plus de base, il y a fluctuation. Au lieu d'affronter cette fluctuation, on va se jeter dans 3 solutions dont 2 sont totalement foireuses. La première, c'est la multiplication de produits assurantiels sur la base des anciens futurs. Et je vous rappelle que les premiers produits dérivés sont toujours des produits d'assurance qui devaient se prémunir contre quoi? Contre les mauvaises récoltes. C'était ça les futurs. Et bien aujourd'hui, on s'est prémuni contre les monnaies, contre les fluctuations de monnaie. En développant ces produits, vous arriverez au fameux CDO-CDS, auquel vous devez une large part de notre modernité monétaire. Mais ça, je vais y revenir. Deuxième idée qu'elle est bonne, multiplier les monnaies communes et uniques pour être moins dépendant des fluctuations. C'est pour ça que beaucoup de RUFiens, je vous rappelle que Jacques Rueff, qu'on pense être l'un des plus grands économistes français du XXe siècle, ce qui est faux. En réalité, il a eu une idée à peu près intéressante, c'était sur le dollar. Et je vous rappelle que c'est l'un des pères de l'euro. Sauf qu'on peut être un homme intelligent et faire de grosses conneries. C'est-à-dire de faire des monnaies uniques et communes, ou communes, on va voir le pourquoi du comment, pour se prémunir des fluctuations. Parce que ces fluctuations peuvent emporter une attaque, c'est vrai, contre votre monnaie. Au passage, quand vous ne pouvez pas attaquer la monnaie, qu'est-ce que vous attaquez? Non. Bravo, vous attaquez la dette. Donc résultat, on a échangé une faiblesse sur laquelle nous pouvions contre-attaquer par une faiblesse sur laquelle nous ne pouvons pas contre-attaquer. C'est pour ça que les États européens sont des États faibles. On a tellement peur qu'on les attaque sur leur monnaie que maintenant on peut les attaquer sur leur dette sans aucun problème. Ce qui veut vous dire au passage que personne ne veut la mort de l'euro pour l'instant. C'est ça que je vais conclure là-dessus. Donc, maintenant que cette grande rente est revenue, on est d'accord qu'un système financier, quand il est libéré, car je vous rappelle qu'avant c'était extrêmement compliqué, les hommes du CNR ont rendu l'activité boursière quasiment infaisable. Infaisable. Même Michel Debré, qu'on prend pour un libéral, est le père de la COB, la Commission des opérations de bourse, qui à l'époque a tout pouvoir. Alors vous me direz, pourquoi les a-t-on quand même laissés revenir, mais à la fin des années 60? Pour une raison qui est très simple. Nous savions que l'Amérique préparait la grande financiarisation et donc que la question de l'accès au cash allait être la grande question du second XXe siècle. Là où l'Amérique a été intelligente, c'est qu'elle a appris la stratégie britannique. Pour bien financiariser, elle a d'abord poussé pour du libre-échange économique.
le libre-échange, qui est une vieille idée des grands impériaux. Là encore, ce n'est pas une idée libérale doctrinalement. Les libéraux classiques sont assez innocents de ça. La grande idée du libre-échange, c'est une idée impériale. C'est-à-dire que vous avez un avantage technologique, vous arnaquez l'indigène qui, lui, vous donne des matières premières, vous lui donnez de la verroterie, il se rebelle, vous lui pétez les dents. Toute l'histoire du développement, résumée de manière un tout petit peu cavalière, je vous l'accorde. Pour ceux que ça intéresse, vous lirez le classique d'Eric Reinert, Comment les pays riches sont devenus riches, pourquoi les pays pauvres restent pauvres. N'oubliez jamais que le cœur d'un système financier, c'est le libre-échange. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de tuyauterie, si vous voulez. Pour que l'argent circule, la marchandise doit circuler. Et si vous voulez un système parfait, il faut aussi que vous fassiez circuler les services et que vous fassiez circuler les hommes. Donc, ça devient un système immigrationniste par nature. Au passage, quand vous avez les quatre, qu'est-ce que vous obtenez ? Le traité de Rome. Au passage. Vous voyez ? Vous faites. Et au passage, pour que cette grande fluidité soit possible, il vous faut quelqu'un qui fait en sorte que tout coule. Et bien, vous avez le rôle dans l'échiquier du libre-échange mondial de l'armée américaine. Vous pouvez vous dire, il va loin. Interrogez-vous sur la totalité des chefs d'État qui ont défié le dollar. Kadhafi, Saddam Hussein. Jusque-là, on est quand même chez des mecs qui ont quand même de la chance à la loterie de l'assurance. Bon, Chavez. Certains le pensent au sein du FMI parce que Strauss-Kahn était un partisan des DTS et certains pensent qu'il se serait pris les pieds dans ses partis nobles en partie sur ce genre de fait. Moralité, les chefs d'État qui ont pu parler du dollar sans qu'il leur arrive rien. Poutine. Le tout premier, c'est qui ? Le tout premier, c'est De Gaulle. De Gaulle en parle, la France est déjà nucléarisée, je vous rappelle. De Gaulle, Poutine, puissance nucléaire, Xi Jinping, puissance nucléaire. MBS. Comment ? MBS maintenant. MBS, maintenant. Maintenant qu'il est sous protection. À sa place, je regarderai aussi 2 fois dans mon assiette, parce que ce serait dommage qu'un jeune homme aussi brillant ait sa vie écourtée. Surtout dans son pays, on peut avoir des manières de vivre, et surtout de mourir, originales, voire baroques. Comment ? Chavez aussi. Chavez aussi, on avait. Castro lui disait, ils t'auront par la bouffe, tu manges mal. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. C'est que s'il y a un complotiste là-dedans, je dis ça au cas où M. Reichstadt aura infecté quelqu'un. Non, il n'y a pas de question tout de suite. Donc c'est si vous voulez, et le Nord-Coréen. Pourquoi ? Oui, mais lui, il est en vie. Kadhafi est mort. Vous voyez ? Parce que si vous vous attaquez à la monnaie monde, vous vous attaquez à la totalité du système. S'il n'y a plus de monnaie monde, le système se fragmente. Immédiatement. Maintenant, vous voyez ce que c'est l'impérialisme du libre-échange. D'accord ? Donc, si vous voulez, le but pour cette grande rente, ça va être de revenir sur... Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase d'un certain monsieur Kessler en France. Monsieur Kessler, ancien Maos Pontex, comme quoi l'extrême gauche mène à tout à condition d'en sortir, qui avait dit notre but est de détruire le programme du CNR. Pourquoi ils ont tellement de problèmes avec le programme du CNR, à votre avis ? Là encore, ne leur prêtez pas de sentiments, prêtez-leur des intérêts très matériels.
Kessler, c'était l'intellectuel organique c'était l'un des organiques du MEDEF, dont l'idéologue était François Ewald, ancien secrétaire personnel de Michel Foucault. Je l'ai dit, l'extrême gauche mène à tout, à condition d'en sortir. Ewald. Je crois qu'il est mort maintenant. Or, vous comprenez que c'est l'arrière-fond de la révolution des années 70-80, qu'on appelle néolibéralisme, qui en réalité est la montée en puissance d'une nouvelle caste argentière avec ses alibis idéologiques. Et vous comprenez comment ces hommes sont devenus si puissants. Ils sont devenus puissants parce qu'on a fait sauter tous les verrous que l'après-guerre avait mis pour éviter le retour de ces gens. D'accord? Et ils sont revenus par ce qu'ils ont toujours fait. Libre-échange, finance parce que libre-échange. Le cœur, c'est le libre-échange. Vous ne définanciariserez pas un monde à libre-échange constant. Et évidemment, reprivatisation de la dette. La dette, c'est bon, mais c'est à moi. Vous voyez, c'était le sketch des Guignols sur l'émir. Vous vous rappelez pas de ça? Le journaliste qui dit « Je peux parler à l'émir ?» Il parle, l'émir? Ouais, il parle, mais il parle pas à toi. Voilà, c'est pareil. La dette, c'est bon, mais c'est à moi. Alors, comment on va mettre la main sur votre dette? L'État. Comment? L'État. Pas encore. Ne vous inquiétez pas, ça, on se le dira à la fin. On se le dira à la fin. L'inflation. L'inflation, sujet à double sens. L'impôt, l'interdiction. Pas l'impôt tout de suite. On peut l'acheter. On vous empêche de l'acheter directement d'abord. Et pour ça, on doit neutraliser quelqu'un. Je vous rappelle, la France des années 60, État, plan, banque centrale. Eh bien, ce qu'il faut, c'est neutraliser l'État, neutraliser la banque centrale et liquider le plan. Et vous allez le remplacer par quoi? L'État, vous le remplacez par la gouvernance, et donc la gouvernance, c'est la supranationalité, c'est les organisations internationales, c'est Bruxelles, et c'est, pour affermir le truc, les cabinets de conseil privés, mais qui ne sont que les petits tambours de cette affaire. Je vous rappelle ce que c'est un cabinet de conseil privé, c'est quelqu'un qui va voir l'eurocrate, qui dit « Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive ?» C'est 15 000. Et qui prend le poids des péchés de l'eurocrate en disant « Ce serait mieux si vous l'écoutiez lui. » Si, c'est moi qui vous le dis, je suis un arbitre neutre. Vous voyez comment c'est fait? Bien. Vous remplacez l'État par la gouvernance, et pour ça, vous avez besoin de neutraliser ce qui fait le cœur de l'État, c'est que l'État, c'est une tension entre la force et la légitimité. Le meilleur allié que vous avez là-dedans, c'est l'organisation internationale, et plus cette organisation est indifférente à la légitimité, mieux c'est. On va être très simple. Le cas le plus emblématique, le plus chimiquement pur, c'est l'Union européenne. Je vous rappelle que les hommes qui font l'Union européenne sont les hommes qui vont détruire tout ce que le CNR a fait. L'un des plus grands criminels là-dedans étant Monsieur Delors, qui, je vous le rappelle, parce que c'est beaucoup oublié, le personnage ayant un caractère ronge, qui n'était pas du tout lié à une humanité particulière, que c'est un alcoolisme. Et il a laissé plutôt un bon souvenir, ou plutôt une absence de souvenir. En réalité, Jacques Delors, je vous rappelle, est le père de la Banque universelle. C'est le premier assassin du Glass-Steagall. Je vous rappelle que le Glass-Steagall va être tué 10 ans plus tard aux États-Unis. La Banque universelle, c'est 84. La fin du Glass-Steagall aux États-Unis, c'est 94. L'Amérique est devenue plus que nous là-dessus. L'homme qui va tuer le Glass-Steagall aux États-Unis est l'un des grands argentiers, un des grands stratèges et l'un des hommes les plus influents encore aujourd'hui du Parti démocrate, Lawrence Summers. C'est un homme que vous le connaissez sans le connaître. Son nom, qui n'a jamais entendu parler de cet homme?
En réalité, c'est l'un des... Autant notre monde est enfant des grands planificateurs de la guerre froide, autant la libéralisation financière depuis les années 80 est très largement, et surtout depuis les années 90, est très liée entre autres à cet homme. Bon, ces dernières années, on lui a reproché certaines de ses déclarations plus ou moins baroques sur le fait que l'Afrique est un continent vierge de pollution et que donc ça fait une belle déchetterie, sur le fait que le travail des enfants, oui, mais bon. Et c'est un homme qui a peu de surmoi, mais d'un côté, le monde financier entier, vous vous rendez compte ce que c'est tuer le Glass-Steagall aux États-Unis? Vous vous rendez compte quand vous entrez dans une salle de marché après, quand vous entrez sur une planète financière, vous êtes un dieu libre. Eh bien, en Europe, un des hommes qui a fait ça, c'est Jacques Delors. Je vous rappelle également que la plus grande libéralisation de marché de capitaux de l'histoire des hommes, c'est la directive Delors-Lamy, Lamy du nom de Pascal Lamy, 86-88. La plus grande libéralisation de marché de capitaux. Elle n'a pas eu lieu aux États-Unis, elle a eu lieu en Europe. Au profit des banques américaines, je vous l'accorde bien volontiers, mais elle a eu lieu en Europe. D'accord? On est d'accord que donc vous avez dit tout à l'heure du libre-échange et de la financiarisation. Très bien. Donc, on est d'accord que dans un système comme le système français, si vous avez commencé le libre-échange, vous allez avoir immédiatement une conséquence. Quelle est cette conséquence? Délocalisation. Et donc là, la désindustrialisation. La désindustrialisation. Et là, pour le coup, c'est le premier à l'avoir compris, c'est Maurice Allais. Pourtant, libéral très dur. Vous avez déjà vu la courbe d'Allais sur les pays occidentaux? La courbe d'Allais c'est une courbe qui est comme ça. Dans les grandes lignes, quelque chose qui est comme ça. Et là, vous avez le début d'effectivité, nous sommes en 73-74, des accords de libre-échange. La croissance industrielle des pays occidentaux, tous les pays occidentaux, alors certes, elle n'est pas cassée de manière aussi brutale selon les pays. Mais tous les pays occidentaux encaissent le coup. Pour une raison, le libre-échange. Le libre-échange permet de faire des fortunes privées, mais pas des vertus publiques. Ça n'a jamais été fait pour ça, et c'est pour ça que les libéraux classiques s'en méfiaient. Je vous rappelle que le paradoxe ricardien, ça se fait entre le Portugal et l'Angleterre. Les draps contre l'alcool. Je crois que c'est l'alcool dans le thème du Portugal. Le Porto. Je vous rappelle que même quelqu'un comme Hayek est très 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 suspicieux du libre-échange avec des pays abattus. Et je vous rappelle que l'un des premiers économistes classiques à condamner le libre-échange occidental, c'est Paul Samuelson. Samuelson, c'est pas un keynésien, c'est pas un gauchiste. Ceux qui ont fait un peu d'économie, vous connaissez Paul Samuelson. Il est l'un des économistes les plus influents des années 80 jusqu'à sa mort, je crois, au tournant des années 2010, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, ses articles théoriques sur le libre-échange sont les seuls articles de lui qui n'ont jamais été traduits en français jusqu'à ce que les équipes de votre serviteur le fassent. Tu te rappelles, c'était quand on avait fait Perspective Live numéro 5 sur le protectionnisme. Or, donc, vous allez progressivement enlever l'industrie. Évidemment, vous allez trouver des gens pour légitimer ça. Ça va être la fameuse économie de la connaissance. Le monde sans usine. C'est fou dès qu'on a besoin d'entendre une connerie qu'on trouve un mec pour la vie. Alors, pourquoi? Parce que l'industrie fait les gains de productivité.
et surtout, bien plus que ça, et l'école de l'Overcanon est très, très complète sur ce sujet-là, c'est l'industrie qui fait l'innovation. Ça ne veut pas dire que le tertiaire et le primaire n'innovent pas, mais ils innovent de manière plus segmentée. C'est-à-dire que souvent une innovation agricole reste dans le domaine agricole et elle ne change pas de sphère, souvent. Je n'ai pas dit toujours, j'ai dit souvent. Et le service est celui qui certainement innove le moins, pour des raisons structurelles. Ce qui n'est pas une condamnation morale, hein, c'est pas ça le problème. Mais vous comprenez que quand vous retirez le cœur industriel, vous allez avoir un manque à gagner terrible. Et ce manque à gagner, vous allez le payer quand? Bien, vous allez le payer en soutenabilité de votre dette. Ah oui. Parce que là, vous n'avez plus les moyens de payer, mais deux, avec tous les gens qui seront au chômage, vous avez deux choix. Soit vous les réduisez à la grande pauvreté et vous assumez d'avoir des pauvres. Je vous prends le cas allemand, avec 15 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Soit vous faites ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Mais ça tombe bien, parce que comme vous allez entrer dans des systèmes de monnaie unique, vous avez besoin pour ça de discipliner les taux d'inflation, qui en réalité sont des taux identitaires. C'est le rapport à l'identité économique. Ce n'est pas que l'inflation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inflation entre autres. Et donc, vous allez créer quelque chose de très sympathique qu'on appelle le NERU. Quelqu'un sait ce que c'est? Très bien. Le taux de chômage minimum pour que l'inflation n'augmente pas. J'ai bien dit le taux de chômage minimum. Vous comprenez maintenant pourquoi les socialistes ont fait le traitement social du chômage? C'était par affection des pauvres. Je vous rappelle que c'est eux qui ont fait les années fric. Comment? Tapie a été surtout le symbole de ça, peut-être même à son corps défendant. Mais je dirais plutôt, mais je vous rappelle, toutes les mutations politiques de cette époque sont liées aux années fric. On vous met les droits de l'homme par Badinter pour vous faire passer la pilule, on vous crée SOS Racisme pour vous faire passer la pilule, et ça va marcher. Et là, pour le coup, c'est pas du tout moi qui le dis, vous direz Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, le plus grand sociologue de l'époque, un homme remarquable, qui avait tout vu avant tout le monde. L'ouvrage, je vous rappelle, date de 93. Hein. Une préscience extraordinaire. Je vais vous donner un exemple plus récent. Vous vous rappelez de la dame des 35 heures, Martine Aubry? La fille de Jacques Delors. Elle avait d'ailleurs un point commun avec lui. C'est une forme très particulière de patriotisme qui les poussait tous les deux à éponger une part non négligeable de notre excédent viticole. C'est le seul patriotisme dont ils ont été capables tous les deux. Ensuite, voilà. Parce que la seule chose avec Delors qui me rassure, c'est qu'on n'a pas cédé aux volontés de la famille de faire une crémation. Parce que formule sanguine tout à fait baroque du personnage aurait pu souffler la moitié du pays. Donc, on nous a épargné ça, c'est déjà ça. Hein. On a déjà assez de problèmes civilisants en France, on ne va pas en rajouter. Donc, vous vous rappelez des 35 heures? Au passage, les 35 heures, c'est fait pourquoi? Les 35 heures, c'est fait parce que l'accord GATT, donc l'accord de libre-échange sur les services, ont été ratifiés par le gouvernement Jospin. Et donc, il fallait, pour les syndicats jaunes, il leur fallait de la vaseline. Et la vaseline, ça a été les 35 heures. Abracadabra. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ce n'est rien de plus que le jeu de digitation de notre enfance. Hein. Chapeau, lapin. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Donc, évidemment, comme vous perdez le cœur industriel, vous perdez la soutenabilité de la dette. Donc, vous allez faire du traitement social du chômage. Vous allez donc faire du déficit budgétaire.
Et comme on va neutraliser votre banque centrale, on va créer d'ailleurs toute une idéologie là-dessus, qu'on appelle la fameuse indépendance des banques centrales. Imaginez comment ça aurait fait rire un ministre de Louis XV. Ah, les mines royales sont indépendantes du roi. C'est la tête du roi qui est sur les pièces du camp. Je peux te donner la gueule quand même. C'est pour ça que je vous rappelle que les supplices royaux naissent contre les faux monnayeurs. C'est un crime de lèse-majesté. C'est un crime d'État d'attaquer la monnaie. Et les rois de France sont très créatifs sur les méthodes employées. Pour ceux qui aiment le massage thaïlandais raide. Donc, on n'attaque pas la monnaie. Comme Paul-Marie Couture l'a témoigné il n'y a pas longtemps, même François Fillon l'avait compris. Pour vous dire que parfois la lumière descend dans des étages obscurs. Alors, donc évidemment, vous allez, comme la Banque centrale est indépendante, je vous rappelle que sous les années 60, que dans les années 60, le patron de la Banque centrale, de la Banque de France, est un des hommes les plus puissants de l'État, mais c'est un homme très discipliné, qui obéit à son ministre. Comment ça se passe? C'est très simple. On vous fait ce qu'on appelle des avances du trésor. Donc vous remboursez le capital et il n'y a pas d'intérêt. Donc évidemment, la France, ça vous a jamais fait tiquer la cafetière? La France réussit à gérer l'exode rural, donc la plus grande mutation anthropologique de toute l'histoire de France. L'électrification du territoire. La reconstruction des villes, pour commencer, mais qui termine avant les années 50. Hein. Le nucléaire, le Concorde, l'Ifremer, on continue. Et tout ça s'endette. Ça vous a jamais fait tiquer la cafetière? Alors qu'aujourd'hui, le summum du summum, c'est Raffarin s'extasiant derrière sa bosse en disant « Le TGV arrivera à Bordeaux ». Ça vous a jamais fait tiquer la cafetière? Puisque l'époque où on a dépensé le plus, c'est l'époque où on avait moins de dettes. Je ne suis pas en train de vous dire, je terminerai sur l'école Néo-Chartani, c'est le problème du déficit public. Hein. Mais je ne suis pas en train de vous faire la pub du déficit public. Je dis juste qu'un déficit d'investissement est nécessaire dans un État. Un déficit de fonctionnement est problématique. Mais pourquoi on fait du déficit de fonctionnement? C'est ça qui m'intéresse. Alors vous me direz, on fait de la chimie comme Mugabe, comme machin. Oui, d'accord. Ok. François Hollande est un roi nègre, si ça vous fait plaisir. Mais je pense que, tu vois, le Mugabe de Corrèze, mais je pense que c'est beaucoup plus systémique que ça. C'est pas uniquement parce que c'est des bons à rien. C'est tout simplement parce qu'on leur a dit que justement, la classe sociale qui devait avoir la dette publique, là, et que le système fonctionne comme ça. Et qu'il n'y a rien de plus haïssable que l'affreux système des années 60 où le patron de la Banque centrale n'est pas comme M. Galland qui donne ses avis à peu près sur tout. Maintenant, le patron de la Banque de France, qui n'a rien de plus qu'un serviteur de l'eurosystème, on le sort de sa boîte pour dire ouais, les Français doivent payer. Hein. Mais sous les années 60, le patron de la Banque de France, c'est quelqu'un avec qui le ministre dit une enveloppe dans les 15 minutes. Et c'est fait. On va. Au passage, quand l'État a remboursé le capital sans intérêt, il reste l'équivalent d'un frais de dossier qui est transféré dans le budget de la Banque de France. C'est une petite somme de traitement. Pour ceux qui aiment bien la compta, ça se fait comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilisation des marchés. Il y a ce qu'on appelle l'adjudication. Il y a le second marché. Mais c'est fait aux conditions de l'État. Aujourd'hui, on vend à temps. Et les mecs se jettent dessus, je vous l'ai dit, comme la vérole sur le clergé breton. À partir de l'indépendance des banques centrales, ça change. Comme le disait magnifiquement Jean-Claude Verbrugge, une banque centrale, c'est une frontière entre l'État et l'argent. Selon que la frontière est orientée dans un sens ou dans un autre, vous voyez qu'il y a la main.
Maintenant, c'est plus l'État qui dit je vends à temps, c'est les marchés qui disent on achète à temps. Donc qui a la main dominante? Et c'est qui les marchés au fait? Parce que les marchés, ça n'existe pas. Si vous voulez, il n'y a rien de plus artificiel qu'un marché. Moi, les théories de la naturalité du marché, ça m'a toujours fait marrer. Il n'y a rien de plus artificiel. Le marché, c'est avant tout des opérateurs de marché, c'est-à-dire, vous voyez quand un banc de poissons fait mouvement, vous pouvez croire que c'est un balai. Pas du tout. Chaque poisson est dans son couloir et pense à sa gueule. Il essaye juste d'éviter de rentrer dans le copain pour une seule raison, c'est que si derrière il y a un requin, ça fera 2 bectés. Mais il n'y a pas de coordination. L'éthologie nous l'a apprise. Bien, les marchés, c'est pareil, mis à part que les petits poissons suivent les gros. En réalité, il n'y a rien de plus centralisé qu'un marché. Il n'y a rien de plus artificiel, il n'y a rien de plus centralisé parce qu'il y a des gros poissons de marché et tout le reste, c'est des suiveurs. Donc on n'a pas compris ça, on n'a pas compris comment ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant mieux que je vous rappelle que comme vous êtes passé d'un mode État de la gestion de la dette à un mode marché, quand c'est l'État, vous avez une main qui dit « je vends à temps » et tout le monde se jette dessus. Mais comme c'est le mode marché, et que les mecs disent « moi j'achète à temps », eh bien il faut des intermédiaires, nous sommes d'accord. C'est qui les intermédiaires? Non, ma chère, c'est des banques. Des banques et des compagnies d'assurance, mais quel nom porte-t-il? S, V, T, spécialiste en valeur du trésor. Je vous conseille d'aller sur le site de la Banque de France pour voir la liste des SVT. Et vous allez voir qui vend la dette de la France. Il y a quelqu'un de la sort là? Parce que la liste des spécialistes en valeur du trésor. Alors? Quelqu'un là? Bon, ben je vais le faire tout seul. Merci au passage, merci de l'interactivité. Pardonnez-moi de ne pas la connaître par cœur, mais présentation des SVT. Alors, les spécialistes en valeur du trésor sont les contreparties, Bank of America Securities, Barclays, BNP Paribas, Citi, donc Citigroup Global Markets et Europe, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, NatWest Markets, Nomura, Société Générale. Ah voilà. Usual suspect. Ah oui, quand vous vous mettez dans les mains d'un système comme ça, donc gouvernance, mode indépendance des banques centrales, donc mode marché, et donc grande rente, donc supranationalité, grande rente, libre-échange, un nouveau triangle institutionnel sous vos yeux ébahis. Et ce que vous appelez la dette, c'est la livre de chair de ce système-là. Ni plus ni moins. Alors au passage, comme vous êtes, comment dire, comme ce système-là n'a fait que croître et embellir, il a créé, parce que on est d'accord que ces SVT, donc vous avez vu que la moitié sont américaines, ces SVT, tous les États européens les ont à peu près les mêmes. Et ils l'ont grâce à quoi? La fin de la segmentation bancaire du marché européen, ce qui a permis aux banques américaines aujourd'hui d'avoir conquis l'Europe. Et ils l'ont conquis grâce à quoi? C'est quoi qui a fait l'unification bancaire? Ben oui, c'est l'euro. Un circuit de monnaie à 1 pour 1. Pur système soviétique.
Parce que pour maintenir le 1 pour 1 avec ce qu'on appelle un PEG, donc de manière autoritaire, pour donner l'illusion, parce que évidemment, vous n'avez plus de soutenabilité, vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez plus d'avance au trésor, donc vous devez aller sur les marchés. Vous n'avez plus de marché primaire. Alors vous me direz, le marché secondaire, pendant longtemps, c'était fictif vu que les banques étaient nationalisées. Oui, mais plus maintenant. Alors vous me direz, oui, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est les 2 tiers de votre dette. Pourquoi? Parce que les 2 tiers de la dette sont faits de quoi? D'intérêts composés. Tout le monde voit ce qu'est un intérêt composé? C'est l'intérêt qui fait des intérêts, c'est un intérêt au cube. C'est quand l'intérêt fait des petits tout seul. C'est ce qu'on appelle l'usure. L'Église catholique, et particulièrement depuis saint Thomas d'Aquin, n'a jamais condamné le prêt à intérêt. Il a condamné le prêt usuraire. L'intérêt prohibitif. C'est saint Augustin qui attaque le prêteur comme pécheur. Et pour permettre le développement économique, saint Thomas d'Aquin va autoriser, comme père de l'Église, le prêt à intérêt non usuraire pour permettre le développement économique. Je vous rappelle que la finance confessionnelle, comme la finance islamique, n'est rien de plus qu'un contrat de leasing masquant un prêt à intérêt. L'intérêt et l'usure sont 2 choses différentes. Vous direz, c'est une affaire de taux. D'accord? Bon, donc, il faut bien l'avoir en tête. La finance catholique, tout pareil, hein, c'est... Ceux qui veulent, je reviendrai dessus peut-être en question. Mais en tout cas, vous n'avez plus de soutenabilité. Et c'est les étrangers qui possèdent votre dette. Donc les 2 grandes questions de la dette, on a nos niveaux de suspect. Alors vous me direz, on aurait pu ne pas faire de déficit. Oui, c'est vrai. Vous avez fait un peu de déficit. Oui, c'est vrai. C'est pas bien. Vous auriez dû laisser crever une partie de votre population pour faire de traitement social du chômage. D'accord, c'est vrai. Ils ne l'ont pas fait gratuitement, ils l'ont fait pour une raison, pour maintenir les populations calmes, pour que le système se maintienne. Je vais y venir en partie conclusive. Et 2, pour que le nouveau triangle institutionnel soit maintenu. Et 2, allez, admettons, on fait que des budgets à l'équilibre. On a l'euro quand même. Bon, l'euro, qui est une trappe à dette. 2, on a le libre-échange intercommunautaire avec des pays de mendicité agressive comme l'Europe de l'Est, qui sont aujourd'hui l'essentiel de nos délocalisations. Vous croyez sincèrement qu'on aurait gardé des balances? Et surtout, je vous rappelle que l'euro, c'est un système fermé, où les déficits des uns font les bénéfices des autres. Pour que l'Allemagne fasse de l'excédent, il faut que ce soit sur le dos de quelqu'un. Si la France avait arrêté totalement de consommer dans les années 2000, la zone serait déjà morte. C'est un système fermé, donc toute entrée nécessite une sortie. On est d'accord là-dessus? Bien. Mais admettons, allez, on fait 0 déficit. Eh bien, la dette aurait augmenté presque tout pareil par l'intérêt composé. Vous n'auriez pas fait de stock de dette? Oui, d'accord, ok. Vous auriez néanmoins payé les intérêts composés de la dette antérieure. Ça n'aurait fait que ralentir un phénomène. Ni plus ni moins. Et comme vous êtes dans un système de circuit monétaire échangé à 1 pour 1, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en déficit. Sinon, la zone et tout le continent européen aurait déjà plongé. Alors on peut dire ce qu'on veut du contribuable français, mais c'est le seul qui accepte de payer l'orchestre sans toucher à la musique. D'accord? Alors vous me direz, comment ça va se finir? Partie conclusive, ça va se finir de la manière suivante. Premièrement, la dette est vivante. Je vais vous donner un exemple. Nous évaluons il y a une dizaine d'années que 1/4 du prix de la flotte dans un pays comme l'Allemagne était directement tributaire de la dette. En réalité, la dette devient vivante en
parce qu'elle s'infiltre dans tous les pores de l'économie. Il y a des tas de consommations que vous trouvez trop chères qui en réalité correspondent à couvrir une partie de la dette. Bah oui. Il faut commencer particulièrement dans le système euro. Dans le système euro, parce que comme vous avez une monnaie fausse, vous maintenez artificiellement un taux d'1 pour 1. Ça veut dire que que le grec et l'allemand achètent le même euro sur les marchés. Tout le monde sait que c'est faux. D'ailleurs, l'un des principaux risques de l'euro, c'est le risque de dénomination. C'est-à-dire qu'à un moment, un gros opérateur de marché dit « moi je veux de l'euro allemand ». Et ça tombe bien, vu que c'est un circuit de monnaie à 1 pour 1. Ça serait une vraie monnaie avec un seul centre d'émission. Là, ça serait autre chose. Mais là, il y a X euros, il y a 26 ou 27 euros différents échangés à 1 pour 1. Ben, un jour, il y a quelqu'un qui dira « moi je veux de l'euro allemand et pas autre chose ». À ce moment-là, la zone est morte. Vous voyez à quel point ça peut être rapide. Or, vous n'avez plus donc votre dévaluation, nous sommes d'accord. Donc vous n'avez plus votre respiration économique. Votre banque centrale est indépendante, donc vous n'avez plus d'avance. Vous êtes en libre-échange, donc vous n'avez plus d'industrie. Donc évidemment, vous vous enfoncez. Et comme vous n'avez plus aucun moyen de politique économique, car tous ces moyens se répondent les uns les autres. Vous avez perdu la monnaie, donc vous perdrez le budget. Donc vous n'avez plus de levier. C'est pour ça que la France s'enfonce. C'est pour ça que l'Italie s'enfonce. Et le pire, c'est qu'en plus, je vais vous en dire une bonne, sur les 1000 milliards que l'Allemagne a volés au continent, elle en a perdu la plupart. Je vous renvoie à l'étude sur comment l'Allemagne a investi cet argent. Ça fait d'eux parmi les plus mauvais investisseurs de l'histoire économique mondiale. C'est-à-dire qu'une large part de ce pognon a été perdu. Et ce qui n'a pas été perdu a été géré par des banques américaines, qui au moins eux savent gérer un minimum. Donc, comme la dette est vivante, eh ben on va compenser par les prix. Et là, vous avez non pas l'inflation liée aux conditions de travail et de productivité comme dans les années 60, mais vous avez l'inflation d'actifs. Vous voyez? Alors que vous avez des mandats anti-inflatoires. La BCE, c'est ça. Mais la BCE, elle vous a dit qu'elle combattait l'inflation. Elle ne vous a pas dit de quelle inflation elle vous parlait. L'inflation des actifs n'a jamais gêné la BCE. Citez-moi un moment où la BCE a essayé de faire dégonfler les bulles d'actifs. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que la dette est vivante et donc c'est exactement comme dans une inondation. Ça va sortir par les joints des murs. Premier point. Deuxième point, la dette n'a d'intérêt que par la livre de chair qu'elle vous prend. Il y a un intellectuel qui à Paris, il est un homme assez remarquable, qui je crois s'appelle Maturato, qui a écrit un ouvrage formidable qui s'appelle L'homme endetté. En réalité, la dette vous prend du temps de vie et de l'autonomie de vie. Il y a des tas de conneries qu'on n'aurait pas fait sans la dette. Et c'est pour ça que personne ne veut qu'on la paye. Parce qu'à partir de ça, on vous tient. Je vais vous donner un exemple. Un homme célèbre parce qu'il avait il a un nom de canasson dans la 5e à Auteuil, Monsieur Galuzzo de Villepin. Quand il a soldé sous les ordres de Bruxelles nos autoroutes, vous savez à combien il les a vendues? 50% de leur valeur. Ce qui a permis à Vinci de les rentabiliser en 3 ans. Oui, mais il fallait, hein. On avait trop de dettes. Donc tu vends un actif déjà payé et rentable à la moitié de sa valeur. Vous savez ce que ça valait ça sous l'Ancien Régime? Ça valait une mort particulièrement, mais vraiment, un truc médiéval. D'ailleurs, ça a marqué notre droit public. Je vous rappelle que notre droit administratif des biens repose sur une maxime royale
qui mange loi du roi, 100 ans après, en rend les plumes. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très simple. Je vous vole ce stylo. Dans un an et un jour, il est à moi. J'use du cap tous les jours sur votre propriété. Si ce stylo appartient à l'État, l'État pourra venir le chercher à mes descendants. C'était en tout cas le cas jusqu'à il y a quelques années où on a commencé à pouvoir usucaper les biens d'État. Ce qui aide certaines personnes, vu que beaucoup de biens d'État ont tendance à disparaître depuis quelques années, particulièrement dans les collections privées de certains musées. Je dis ça, je dis rien, je n'accuse personne. Parce que c'est pas bien, c'est complotiste d'accuser les gens, comme le dit Rudy. Tu vois. Et moi, Rudy, je le crois. Surtout quand il ferme sa gueule. Et donc la dette est là pour vous faire faire des conneries. Exactement comme on pilote un pauvre type, une pauvre nana qui a été flinguée par ses créanciers en crédit à la conso. De lui faire n'importe quoi. Eh bien, c'est exactement le but de l'opération. Et c'est pour ça que personne ne veut que vous la remboursiez. Parce que ce qui compte, c'est pas la dette, c'est la chaîne. Dernière question. Est-ce que la dette serait réglable en un seul coup? Je vous le dis tout de suite, à travers toutes les possessions des Français, oui, c'est pas ça le problème, mais ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut, c'est reprendre politiquement le contrôle de la dette. C'est pour ça que l'école néo-chartaliste m'intéresse particulièrement. Parce qu'elle nous donne, non pas qu'elle soit totalement honnête, j'ai eu souvent cette discussion avec Jacques Sapir, le néo-chartalisme ne doit pas être pris comme quelque chose de trop mécanique. Mais parce qu'elle nous donne une autre vision de ce qu'on appelle le mythe du déficit. D'accord? Or, le problème, c'est que tout sera fait pour que nous ne nous en sortions pas. Question, pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Si la France était méchante, elle pourrait faire savoir à l'ensemble des marchés mondiaux que si elle faisait défaut, ne serait-ce que sur un quart de sa dette, pour reprendre l'expression de Frédéric Lordon, la totalité de la planète financière est à ramasser à la pelle et au petit balai. Je vous rappelle que la Grèce pouvait tuer l'euro. Aujourd'hui, nous le savons. Nous qui étions en première ligne, nous le savions techniquement. La Grèce pouvait tuer l'euro. Le système est infiniment plus fragile que vous l'imaginez. C'est pour ça que la loi des suspects accourt. C'est pour ça que tout le monde transpire la peur et que personne n'ose bouger. Parce que si un État bouge, c'est fini. Un État de la taille de la Grèce aurait suffi à tuer la zone euro. C'est-à-dire que le plus beau bébé de Goldman Sachs, je vous rappelle que c'est Goldman Sachs qui techniquement crée l'euro. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'expliquer dans les questions. Le plus beau bébé de la finance américaine, qui est l'euro, dans lequel un nombre incroyable d'abrutis ont vu une alternative au dollar alors que les Américains ont tout fait pour l'enfanter. Mais tout. Et pour des raisons que je pourrais vous expliquer, ce système, c'est pour ça que Barnier est là. Pour que personne n'ose moufter, pour que personne ne donne la phrase de Franklin Delano Roosevelt. Essayez quelque chose, faites quelque chose. Déjà, je vous ai donné des solutions. Des audits, une réduction du nombre de créanciers. Je mets de côté la dette perpétuelle, cette opération-là m'a jamais trop plu. Vous ne paierez pas. La dévaluation. Or, Barnier est là pour que le triangle ne soit pas touché. Alors, vous me direz, le triangle, il prend l'eau de toutes parts. Comment compte-t-il se survivre? Et c'est là où M. Draghi entre en scène. M. Draghi, qui, je vous le rappelle, est avant tout un soldat de l'européisme peut-être, mais de Goldman Sachs surtout. Qu'est-ce qu'il vous a promis dans son rapport foireux? Qui, au passage, est le ressucé de tous les rapports. Alors, je sais qu'il n'y a pas de petites économies,
Mais comme dit la fameuse blague hague africaine, quand on fait tomber la pièce de monnaie devant ce type, on n'entend même pas le bruit. Et il veut vous faire une dette commune. Bah oui, parce que l'euro, cette monnaie que vous devez vous sauver, bah c'est vous qui devez la sauver tous les ans. Et donc, il va falloir qu'on s'endette tous en même temps. Et ce qui est bien, parce qu'on va avoir la dette climatique, le plan post-Covid que la France va payer 2 fois, et en plus, les arriérés de la guerre d'Ukraine, elle est pas belle la vie. Et attention, ultime point, au passage, s'il y a dette commune, on est d'accord que ça fait communauté de caisse. Donc il faudra des opérateurs de la caisse. Je vous laisse deviner à qui M. Draghi pense. C'est beau une telle loyauté avec un de ses anciens employeurs. Moi, le côté là, si je suis fidèle, je fonds. Vous voyez, la dette des uns, c'est le bénéfice des autres. Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.